Bonjour et bienvenue à l'épisode 7 de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Et moi, c'est Aïssata. Donc, avant de commencer à parler de l'épisode de cette semaine, on a une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes désormais disponibles sur Boomplay, l'application de streaming de musique et de podcast, qui est disponible dans votre App Store ou dans votre Play Store. Donc, s'il y a des gens qui avaient du mal à nous écouter ou qui n'ont pas accès aux plateformes sur lesquelles on était déjà, direction Boomplay. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, on va vous parler de l'épisode de cette semaine. Nous sommes heureuse de vous retrouver pour ce 7e épisode qui est un peu différent des épisodes qu'on a l'habitude de sortir parce que c'est le premier épisode qui ne traite pas d'amour romantique. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'introduction du podcast, au tout début, on vous a dit que le but, c'était justement de parler de toutes sortes d'amour. Donc l'amour romantique, l'amour amical, l'amour en famille, etc. Et donc là, on a un invité qui nous a fait l'honneur d'ouvrir le bal et qui nous parle de manière très vulnérable, chose que moi j'ai beaucoup appréciée en tout cas, de sa relation avec une figure paternelle, avec son père en fait. Oui, et c'est un épisode qui pour moi a été très difficile d'enregistrer et d'éditer parce que je me suis rendu compte à quel point c'est difficile d'avancer dans la vie quand on n'a pas eu les réponses que l'on cherchait à la fin d'une relation. Par exemple, de la même manière qu'on est triste quand une relation se termine et qu'on n'a pas les réponses pour expliquer la fin de cette relation, cet épisode traite un peu de comment est-ce qu'on avance quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait pour qu'une relation se termine. Un autre truc que j'ai à dire, franchement, hein, Goumin là, on peut avoir ça aussi avec une figure paternelle. Je suis choquée. Oui, justement. Donc moi, en écoutant ce à quoi je pensais, c'était au fait que on parle souvent de goumins d'amour, mais les goumins, et d'ailleurs pour toute personne qui n'a pas le lexique ivoirien, tout ce qui est goumin, ça veut dire peine d'amour, peine de cœur. Donc quand il en vient au goumin qui est amical ou au goumin qui peut être familial, c'est très difficile et les gens n'en parlent pas beaucoup. Et même quand ils en parlent quelquefois, c'est pas toujours vu comme quelque chose qui est difficile à vivre, mais notre invité fait un bon boulot dans la manière dont il explique ce qu'il ressentait. Et je veux pas trop en dire, je veux juste dire, allez-y, écoutez. Vous verrez et on espère que ça va ouvrir la voie à d'autres personnes qui vont vouloir raconter leur histoire d'amour qui n'est pas forcément romantique parce que tout ça, ça reste valide. En t'écoutant parler, ça me fait penser qu'il y a plein d'histoires d'amitié qui seraient intéressantes À explorer. Oui, donc, parce que je sais que quand moi j'ai eu des goumins en amitié, ça a été brutal quand même. Ah, mais donc c'est toi qui vas prendre le micro alors. Prochain épisode, Meggy et son goumin amical. Hey, hey. Pardon, avançons. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. C'est la rupture dont je ne me remettrai probablement jamais, si ça ne s'arrange pas avant que je quitte cette planète. Ça part du Congo. Et du Congo, je suis dans une famille de classe moyenne, avec mes 2 parents, un grand frère et une grande sœur. Mon père est à ce moment-là, je pense, prof. Et donc on est dans une petite maison modeste dans un quartier populaire. Mes parents s'en sortent tant bien que mal. Je pense qu'un peu plus tard dans ma vie, ma mère a fini par me dire qu'à ce moment-là, c'était très dur financièrement. Et que boum, quand je suis arrivé, c'est comme si je suis arrivé avec comme des bénédictions, quoi. Parce que ça a coïncidé avec le moment où mon père a commencé à travailler pour une des premières compagnies pétrolières au Congo, une compagnie américaine. Et il avait un poste de cadre, quoi. On a déménagé dans une plus grande maison. Mon père a acheté une nouvelle voiture. Je me rappelle bien, c'était une Peugeot 504 intérieur cuir avec autoradio et tout ça. On part d'un quartier qui est populaire à un quartier qui est un peu plus genre classe moyenne. On est dans une villa, c'est beaucoup plus grand. Et comme n'importe quelle famille africaine, ben, le tonton, il a un peu plus de sous. Donc on a des cousins qui viennent vivre avec nous. C'est une maison familiale. Je grandis dans un cocon qui est plein d'amour, plein d'attention et tout. Je suis, dès mon jeune âge, très admiratif de mon père. J'aspire quasiment à être comme lui, quoi, parce que je le vois faire. C'est un bosseur, il se lève le matin, il s'en va travailler. Et tu vois que c'est un pourvoyeur. Quand ses frères ont des problèmes, ils viennent le voir, c'est lui qui aide et tout. Donc je suis très admiratif et très attaché à mon père. J'avais 9 ans, mon père est tombé malade. Il a été hospitalisé. Ça a dû durer peut-être 1 mois ou 2. Et puis il est décédé.
Je passe la période un peu rapidement comme ça parce que les mémoires que j'ai de moi en train de peut-être jouer avec mon papa ou quelque chose, c'est très flou parce que j'étais très jeune. Mais je parle de ce qui m'a marqué. Donc à 9 ans, mon père il décède. Je me souviens, pendant qu'il était hospitalisé, on avait un matelas à la maison et puis quelqu'un devait aller dormir à l'hôpital et tout. Donc il fallait quelqu'un pour apporter le matelas à l'hôpital. Mon grand frère, il n'avait pas de permis à l'époque, je pense qu'il devait avoir 16 ans, un truc comme ça. Il a démarré la voiture, que personne n'arrivait à démarrer à ce moment-là. Donc lui, il a démarré la voiture. On a fait un petit tour dans le quartier. Après, il m'a dit, vas-y, monte avec moi, on va aller déposer le lit à l'hôpital. Et moi, j'étais très téméraire, j'aimais beaucoup les balades en voiture, donc je monte avec mon grand frère, on est parti. On est arrivé à l'hôpital finalement. On a fait panne sèche en tournant donc au coin de la rue de l'hôpital. On a fait panne sèche, il n'y avait plus de carburant, il a garé la voiture et on est arrivé. Et j'ai vu mon père, je me rappelle de lui sur le lit de l'hôpital. Il était quand même assez fatigué. Mais j'ai vu, en fait, il était très admiratif, quoi. Donc il a regardé mon grand frère et puis il m'a regardé. Il a dit, alors, donc vous avez conduit de la maison jusqu'ici. Et donc moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit, moi je ne vais pas rentrer à la maison, je vais rester ici, je vais dormir avec toi. Et là, ma mère était, non, c'est pas raisonnable, c'est l'hôpital et tout. Mon père a dit, non, ben, laisse-le, c'est pas grave. Donc je me rappelle que ce soir-là, j'ai dormi sur le lit de l'hôpital. C'était un lit, une place, mais il m'a fait une place. C'était la seule fois de ma vie que je me rappelle que j'ai dormi avec mon papa. Sauf les fois quand j'étais plus jeune et puis que je faisais le bébé et que je venais entre eux. Et c'est le dernier souvenir que j'ai. Après, ça a pris peut-être 2-3 semaines, il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, ça a fait une grosse rupture. Parce que je crois que je cherchais encore une figure paternelle de remplacement, en fait, on va dire ça comme ça. Donc je partais souvent chez les tontons. Je passais des semaines ou bien des vacances chez les tontons. Quand mon père est décédé, un des petits frères à ma mère était étudiant à l'étranger. Et il vivait depuis un certain moment en Côte d'Ivoire et puis ensuite aux États-Unis. Mais il vivait aux États-Unis, tu vois. Tu sais, il y a le tonton qui vit aux États-Unis que tout le monde va idolâtrer un peu et puis va idéaliser parce que lui, il est aux États-Unis. Et des fois, il venait, quand il avait des missions, il venait. Et quand il venait, tu vois, je le voyais de loin. Et j'aimais bien sa personnalité. Et puis j'aimais surtout ce que ça représentait, quoi. Et puis je m'imaginais des fois, ouais, ce serait génial que je parte vivre avec lui aux États-Unis. Tu vois, comme n'importe quel jeune de l'époque et tout. On n'était pas proches, quoi. C'était le petit frère de ma maman. Il était plus proche de, je pense, mon grand frère parce qu'il se connaissait plus. Moi, j'étais le plus jeune. Donc, en général, tu vois, au Congo, on va voir les plus grands et puis les petits. Bon, on les voit de loin. Des fois, on donne un petit bonbon, on les salue rapidement. Donc, moi, je le voyais de loin. Et puis, quand il passait, c'était vraiment très furtif, quoi. Des fois, il pouvait passer pour 3 jours parce qu'il avait une mission, genre au Kenya. Et puis, il profitait avant de remonter aux États-Unis. Je ne sais pas d'où c'est sorti. À un moment donné, ma mère est venue me dire que comme quoi, il y avait probablement un projet que comme quoi moi, j'allais aller vivre avec le tonton. Mais en fait, le projet, c'était éventuellement, parce que lui, à l'époque où il était aux États-Unis, son épouse et puis sa fille étaient encore au Congo, donc il voulait faire comme un espèce de rapprochement familial. Et puis donc, ma mère me dit, si jamais il revient, qu'il prend sa femme, et puis tu seras avec eux, tu vas partir avec eux. Au début, c'était les États-Unis. Donc moi, gamin comme j'étais, les États-Unis, tu vois, et tout. Au décès de mon père, la famille de mon père, ils se sont accaparés tous les biens que mon père avait. Je suis passé de classe populaire à classe moyenne, à classe aisée, à bac de classe populaire. Et donc à cette époque-là, vu qu'on n'avait plus, on n'avait plus les moyens de papa, parce qu'on avait un seul salaire, c'était le salaire de la maman, on s'est retrouvé chez ma grand-mère dans un quartier populaire, mais ultra populaire de Pointe-Noire, avec des maquis, des bars, de la musique, des églises, beaucoup de bruit en tout cas. J'aimais parce que moi, j'ai toujours été turbulent et puis toujours dans l'action et tout. Et donc c'est dans ça que j'étais. Et donc vous comprenez que quand on m'annonce que tu vas aller aux États-Unis et tout, c'est le quartier populaire. Ici, en Côte d'Ivoire, ce serait la même chose que, écoutez, tu habites à Adjamé, quoi, genre, un truc comme ça. Ou bien si tu es à New York, tu es dans le ghetto, quoi, tu es dans le Queens, un truc comme ça. Donc on m'annonce que tu vas aller, tu vas partir. En tout cas, j'étais dans tous mes états. Et puis là, je commence à essayer de poser des questions sur le tonton. Mais comment il fait? Non, ça fait combien de temps qu'il est parti et tout. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, on n'avait pas plus de contact que ça. C'était vraiment, il parlait à ma maman. Et puis ils ont commencé à préparer les papiers. Et puis boum, la guerre civile est arrivée au Congo. Donc ça fait sauter tous les projets. Donc dans ma tête, je me disais, vraiment, moi je voulais quitter le coin et tout. Non. Quand la guerre s'est terminée, les premiers vols qui se sont ouverts, on a été parmi les premiers à partir. C'est la première fois que je prenais l'avion. C'était un truc de fou. Et donc, je dis au revoir à ma mère. Et je monte dans le taxi. Et boum, on y va. On se retrouve tous à l'aéroport. Donc, la femme de mon oncle avec sa fille, qui était ma cousine, on était très proches. Elle venait souvent à la maison et tout. On n'allait pas aux États-Unis. Il avait eu un poste en Côte d'Ivoire. Je connaissais rien de la Côte d'Ivoire. J'ai 13 ans, donc vraiment. Et donc, on monte dans l'avion Air Afrique. On décolle. Quand on décolle, je regarde par le hublot.
Et j'ai les larmes aux yeux parce que je me rends compte que ouais, ça y est là. Le vol se passe super bien. On arrive à Abidjan. C'était impressionnant. Moi, je suis impressionné. Je suis dans une bulle là. Je me dis, voilà, c'est fou. Donc, il faut comprendre que je quitte un quartier populaire là. Donc, pour moi, c'est complètement inespéré. J'arrive là. Quand on descend de l'avion, il y a une personne qui est venue nous chercher jusqu'au niveau du carrousel et tout. Donc, c'est même pas nous qui ramassons les bagages. Donc, moi, j'étais en mode, ok, bon, tu sais, j'ai l'habitude de me débrouiller par moi-même. Je vais prendre ma valise. Le mec, il ramasse la valise. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Le gars, il ramasse la valise. Il dit, hey, la famille, il faut me suivre. Il y a un devant, il y a un derrière qui nous escorte. On arrive devant les douaniers. C'est à peine s'ils fouillent les valises. Et là, on sort. Et quand on sort, là, je vois mon oncle, ok? Et mon oncle est myope, il est super myope, un peu comme ma mère, il est super myope avec des lunettes, tout, je le vois tout grand. Et là, lui, il nous voit, il est tellement heureux, quoi. Donc il court vers nous, il vient, il nous regarde tous, il regarde sa fille, il me regarde, il dit, mais mon Dieu, oh man, vous avez tellement grandi, quoi, vous avez grandi. Bon, ok, bon, on y va. Il y a la voiture qui nous attend, une voiture plaque diplomatique. Bon, je ne savais pas que c'était plaque diplomatique à l'époque, hein. C'est après que j'ai compris que plaque orange, là, c'est plaque diplomatique. Donc on monte dans le véhicule. L'autre, il monte dans la deuxième voiture avec les valises et tout. Donc, on monte, c'est lui-même qui conduit, il ne voulait pas de chauffeur. Il dit alors, c'était bien le vol. Donc, à chaque fois, il se retournait pour nous regarder, quoi. Donc, on roule. Moi, je regarde par la fenêtre, là, je vois les... Tu sais, quand tu sors de l'aéroport d'Abidjan et puis tu roules, et puis il y a les palmiers, les lampadaires, là, tout est allumé. Et là, on roule, et on arrive au plateau. On sort, je pense, au niveau de là où il y avait... Bon, ceux qui connaissent Abidjan, là où il y a le Live Star, on sort par là, on remonte, et on arrive... À l'époque, ce qui est aujourd'hui le Pullman, à l'époque, c'était le Sofitel. On arrive là. Encore une fois, je dis, moi, je sors d'un quartier populaire, d'accord? Donc, on arrive là, je descends de la voiture, je touche à rien. Ils nous disent, oh, venez. Les gars, ils viennent, ils prennent des valises. Joe, c'est comme un film, quoi. Genre, ok, d'accord. Donc, on le suit, il vient, tout le monde le salue, tout le monde a l'air de le connaître, quoi. Il a l'air d'être, genre, je sais pas, en tout cas, on dirait une autorité. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, on arrive. Ils récupèrent la clé, les gars viennent avec les valises, on monte dans l'ascenseur, on monte, on n'arrive pas depuis là. Et là, on arrive à notre chambre, il passe la clé magnétique. Je pense qu'il avait pris une suite. Donc, on arrive, tu as vu sur la lagune, c'est la totale. Là, il nous regarde, il dit, il dit, bon, vraiment, mais je suis content. Je suis content de vous voir, Vous avez faim? Évidemment, j'ai crié, ben oui, on a faim. Donc, room service, allez-y, prenez ce que vous voulez. Room service, ça vient, je mange comme un petit cochon. Je mange. Et puis après, il dit, bon, d'accord, il faut aller se coucher parce que demain, on a une longue journée, on a de la route à faire et tout. Parce que bon, nous, on ne reste pas sur Abidjan, on va rester dans une autre ville de Côte d'Ivoire. Donc demain, on a de la route à faire, on va voir des tontons et puis après, on prend la route. On a pris la route, on est arrivé dans une ville à 600 km d'Abidjan à peu près. Petite ville. Mais quand on est arrivé, on est resté dans une espèce de guest house parce que la villa n'était pas prête. Mais là, on arrive dans le guest house. On s'en va, il nous montre la maison dans laquelle on va habiter. Une immense maison. Il dit, bon, ça c'est ta chambre, tu vois, tu as ta chambre. Là, il dit, ta soeur a sa chambre. Bon, nous, notre chambre, c'est ici. Là, c'est le salon. Là. Et en fait, je suis en train de comprendre que mon oncle m'a adopté. Mais il ne me dit jamais ça. Et en fait, je l'ai compris de façon officielle. Un jour, j'ai vu mon extrait d'acte de naissance. Donc, mes noms avaient été changés. Mais il n'a pas changé grand-chose. Hein. En fait, le nom de mon défunt père est devenu mon deuxième nom de famille. Et le nom de ma mère, qui est aussi son nom, est devenu mon premier nom de famille. Parce que c'était son nom. Et donc, lui devenait mon père. Et donc, sur mes documents, c'est lui qui est mon père. Et c'est son épouse qui est ma mère. Donc, j'étais adopté. C'est bien écrit selon le procès verbal de l'adoption. Donc, mon oncle m'a adopté. Il tenait à ce que les gens sachent que j'étais son fils. Donc, il voyait les gens. Bonjour. On le salue. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Tu as vu, c'est mon fils qui est là. Ton fils, il est grand. Oui, il est arrivé. C'est mon fils. Hey, tu as vu mon fils? Les gens derrière, là. Est-ce que tu as vu mon fils? Il faut bien t'occuper de lui, hein. Quand il vient là, c'est mon fils. Donc, c'était mon fils. Et là, j'ai encore compris que, ok, d'accord, c'est mon papa qui est là. Donc, c'était plus tonton, du coup, c'est devenu papa, et puis ça allait comme ça. Ce que j'espérais que mon père soit pour moi, c'est ce qu'il était en train de faire. Il était en train de faire ça. Je ne sais pas si quelqu'un lui avait dit que c'est ce que je cherchais, mais il le faisait de façon complètement naturelle, quoi. Au moment de m'inscrire à l'école, il m'assoit pour me dire, bon, on va t'inscrire dans le lycée français, tu vas faire un test d'entrée. Je suis arrivé au lycée français, j'ai foiré le test, bien évidemment. J'ai foiré le test. Mais tu vois, c'est excellent, père, quoi. Il dit, non, mais tu as foiré le test. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a un autre collège là qui est tout aussi bien. On va te mettre là-bas. T'inquiète pas, j'ai un plan B même. J'ai beaucoup de plans même. On va trouver. Donc, on m'inscrit dans ce collège-là. À cause de mon niveau, au moment de me tester, les gars disent que, écoute, tu vas devoir reprendre une classe et tout. Mais c'était pas grave parce que
J'avais déjà de l'avance. En fait, je n'ai pas commencé l'école à 5 ans, j'ai commencé, j'avais 4 ans et demi. Parce que j'avais fait le caprice à ma mère, je ne voulais plus rester à la maison, je voulais absolument aller à l'école. Donc j'avais commencé l'école très tôt. Donc c'était pas grave, j'ai pris une classe de retard. Et là, il m'inscrit et ça se passe bien, tu vois. Il avait ses façons de fonctionner, il voulait que tout soit transparent, que si j'avais des problèmes, que je lui dise exactement qu'est-ce qui se passait. Il était extrêmement protecteur. Et puis moi, j'aimais ça. Je me sentais en sécurité, quoi. Je me sentais bien. Et franchement, je ne sais pas si c'est triste à dire ou bien c'est mauvais à dire. J'avais oublié mon papa, en fait. Mon papa qui était décédé, je n'avais pas de mémoire de mon papa parce qu'il avait pris toute la place. Il n'y avait pas de jalousie entre moi et puis ma petite sœur, qui était ma cousine, en fait. Et elle n'a jamais exprimé ça en dehors de la maison et puis de dire que non, en fait, c'est juste mon cousin. Non. Même son épouse jouait le jeu, c'était maman. Peu importe ce dont j'avais besoin, je l'avais. Il travaillait pour une institution internationale, il était le numéro 2. C'était vraiment un big shot et tout. Il avait une façon de me responsabiliser. Quand il partait, par exemple, pour des missions à l'étranger, il va me dire, écoute, je m'en vais, c'est toi le bonhomme, fais très attention à ce que tu fais, ta mère et ta sœur, c'est toi qui es responsable, que je compte sur toi et tout. Et moi, comme je l'aimais tellement, je ne voulais pas le décevoir. Donc j'étais droit, là, tu vois, je surveillais, je régentais quasiment et tout. Donc c'est le genre de relation qu'on avait, tout ça pour dire que j'avais été adopté, mais de la façon des moins conventionnelle qui soit. Et c'est comme s'il était le père que j'avais toujours espéré et j'étais le fils qu'il avait toujours espéré. Le bac arrive et tout ça, donc il faut choisir les universités. Et finalement, on avait reçu les acceptations des universités, j'avais le choix. Et quelque chose dans ma tête me disait, de toute façon j'aimais les États-Unis, puis le rap à l'époque, là, si j'allais aux États-Unis, je pense que j'allais mal tourner. Donc je sais pas, je pense que j'ai été illuminé, et puis je lui ai dit non mais je veux pas aller aux États-Unis. Envoie-moi dans un endroit que je connais pas et que je maîtrise pas trop et que toi non plus tu maîtrises pas. Donc je vais aller au Canada. Et c'est lui qui m'accompagne au Canada, tu vois, c'est toujours dans son rôle de père jusqu'au bout, quoi. Donc il est resté une nuit et après le lendemain il est parti. Il dit écoute, vas-y, ça y est, hein, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, ce que tu as toujours voulu, fais attention, maintenant il n'y aura personne pour te dire à quelle heure tu rentres et tout. C'est ce que je t'ai toujours dit, quand tu seras loin, tu pourras faire ce que tu veux, mais fais attention quand même. Non, non. Moi, je suis à Montréal, je mène ma vie, tu vois, je m'amuse. Je me suis tellement amusé que j'ai foiré ma première année, de mon année prépa. Donc, ils m'ont viré, mais j'ai jamais caché la vérité. J'ai toujours été transparent avec mon papa. Je lui donnais les bulletins de notes, donc il pouvait voir, il pouvait suivre. Quand on m'a expulsé de HEC, j'ai commencé à chercher une autre école pour recommencer un peu à zéro et puis trouver un programme plus adapté parce qu'en fait, on s'est rendu compte que je n'avais pas le profil finance, école de commerce parce que lui, il y tenait et tout. Donc, j'ai choisi un nouveau programme. Bon, on en a discuté et puis il m'a dit, bon, vraiment, programme littéraire, là, vraiment, tu sais pour faire quoi? En blaguant, il me disait, c'est quoi, tu vas finir prof d'anglais? Bon, en tout cas, c'est pas bien grave, vas-y. Et c'est là que les problèmes financiers ont commencé pour lui. C'était compliqué, c'était de plus en plus difficile pour lui d'envoyer les sous. Mais je le voyais bien, hein, les trucs étaient réguliers, ça venait, des fois ça venait pas, des fois ça venait moitié, des fois ça... Et il me disait, oui, mais essaie de trouver un boulot hors campus. Et à l'époque, au Canada, je pense que les étudiants étrangers n'avaient pas le droit de travailler, à part sur le campus. C'était difficile d'avoir les boulots si tu n'étais pas réseauté, si tu n'avais pas quelqu'un à l'intérieur qui avait... En tout cas, bref, j'avais pas de travail. Donc c'était une période assez sombre de ma vie parce que j'essayais de retomber sur mes pattes de façon académique. Et mon papa, ça devenait un peu bizarre, tu vois. En fait, à part le problème des finances, il n'y avait pas de problème. Je lui disais, bon, c'est difficile ici. Et lui aussi, il était très transparent, quoi. Il me disait, en tout cas, en ce moment, c'est dur. Il m'avait expliqué les problèmes. Et puis, je pense même qu'à l'immigration canadienne, il avait dû faire une lettre carrément pour expliquer que, là, c'est compliqué, j'ai des problèmes, voilà, voilà. Il s'est séparé de ma maman. Donc, il s'est séparé de son épouse de l'époque, quoi. Comme il y avait eu la guerre et tout ça, il avait déménagé. Ma mère, ma petite sœur, donc ma cousine qui était ma petite sœur, il les a déménagés aux États-Unis. Donc il les a envoyés vivre aux États-Unis. Lui, il est resté encore en Côte d'Ivoire et tout. J'ai fini par comprendre plus tard qu'il y avait déjà quelqu'un plus ou moins dans sa vie et tout. Quand ma sœur et puis ma mère étaient aux États-Unis, moi je les appelais pour leur parler, pour prendre des nouvelles. C'était difficile pour moi parce qu'à cette époque-là, j'étais entre deux programmes. J'avais aussi mes papiers qui avaient expiré, donc je ne pouvais pas avoir de visa pour aller aux États-Unis, pour aller les voir. C'était vraiment difficile. Donc des fois même, moi j'ai eu à envoyer des sous à ma sœur et puis à ma mère aux États-Unis. À cette époque-là, finalement, j'avais eu 2 autres petites sœurs. Avec le vieux, c'était compliqué. Quand j'appelais la maman, elle se plaignait. Oui, ton papa, nani, nanana. Donc ça me remplissait les oreilles.
Mon papa ne faisait pas ça, tu vois. Il était jamais le genre à accuser l'autre, machin, un truc. Bon, finalement, je me rappelle plus trop comment il a fini par m'avouer que, ben, écoute, lui, il a sa vie ici, il a quelqu'un, mais il me disait, ta mère veut rien savoir, elle veut pas comprendre. Mais moi, je passais à autre chose. Il me disait, je traverse des moments difficiles. Elle est plus en train de m'accuser, de me dire que tout est de ma faute. Il se retrouve aux États-Unis dans une situation un peu précaire. Bref, ils ont fini par se séparer. Lui, il s'est remarié. Lui, quand il s'est remarié, j'étais en couple et puis j'étais en train de chercher à me marier. J'avais fini mon premier diplôme. Donc ça, c'est le premier son de cloche de ma relation avec lui. Je le contacte, je lui dis, bah, écoute, je vais me marier et tout. Là, là, là. Et là, il me dit, ouais, mais on n'avait pas dit que tu allais attendre de finir tes études pour le faire. Je dis, mais j'ai fini là. Puis la personne que j'ai, je pense que c'est vraiment la bonne personne et je pense que c'est le moment et tout. Il n'avait pas l'air très enchanté. Et pourtant, un peu avant, tu vois, il avait rencontré ma future épouse. Ma femme était partie en France et lui, à l'époque, il habitait à Rome. Donc, elle s'était arrangée pour le rencontrer. Elle m'avait dit, je tiens à rencontrer ton papa et tout ça. Ils s'étaient rencontrés, ça allait bien. En tout cas, quand elle est revenue, on se parlait tous au téléphone. Ah, elle lui parlait, oui, papa, nanana. Quand j'ai annoncé le mariage, non, il n'avait pas l'air très enchanté. Il m'a dit, je pensais que tu allais attendre et tout. Et je crois je me souviens, il m'a même envoyé un billet d'avion. Il faut que tu viennes, on va discuter et tout. Il m'envoie le billet d'avion. Après, finalement, il dit non, tu sais quoi, finalement, annule le billet d'avion. Tu sais, garde les sous, ne viens pas, c'est pas. Et à Rome, il était déjà avec, tu sais, sa nouvelle épouse et tout. Moi, je stresse quand je vais me marier, mais mon papa, bon, finalement, il dit de ne pas aller. Là, je discute avec un de mes potes. Je lui dis, Joe, le vieux m'a envoyé le billet d'avion. Après, il dit non, finalement, ne viens pas, laisse tomber. Mon ami me dit, Joe, vas-y quand même. Mais j'étais stressé, quoi, parce que je respectais tellement mon père. Et puis, je pense que c'est une des rares personnes que je craignais vraiment, quoi. Je voulais pas, j'avais peur de ses réactions et tout. Avec sa nouvelle conjointe, ça se passait bien, tu vois, on se parlait des fois au téléphone et tout. Et donc, bref, je monte quand même dans l'avion. Et j'avais pris une chambre d'hôtel, quoi, parce que j'avais l'adresse de là où il était, mais je prends une chambre d'hôtel. J'arrive, j'ai pas le courage d'appeler le vieux. Toi, j'arrive dans la chambre d'hôtel, je stresse, j'appelle ma femme, je dis non. Elle me dit, tu l'as appelé, tu l'as vu? Je dis non, j'arrive pas, Joe, je sais pas. Comme il m'a dit de ne pas venir, je suis quand même venu, c'est bizarre. Et donc là, ma femme, elle appelle ma mère au Congo. Elle lui dit, ah, il est à Rome, mais il n'a pas appelé. Ma mère l'a appelé lui directement pour lui dire, ben, ton fils, il est là, il est à Rome. Et lui, boum, il appelle la chambre d'hôtel. Il me dit, mais what are you doing? You here? J'ai dit, oui, oui, je suis là. Pourquoi tu es dans la chambre d'hôtel? Je dis, non, mais parce que, bon, quand tu m'as dit de ne pas venir, Il dit, non, 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 non. Il dit, tu restes pas là-bas. Il m'a redonné l'adresse, il m'a dit, pars de là et puis viens à la maison. Voilà, j'arrive, il me reçoit, on discute, sa femme de l'époque arrive. Salut, ça va? Ah, ça va, non, non. C'est bien, quoi. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a rien, quoi, qui peut laisser présager quoi que ce soit. Ça va. Donc, il me dit, comme d'habitude, tu as faim, tu veux manger? Là, il rentre dans la cuisine, il prépare un truc, je mange, on s'assoit au salon. Voilà. Il me dit, mais vraiment, je pensais que tu allais attendre. En plus, tu es venu, non, non, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, je lui dis, mais écoute, les études, c'est fini. Là, c'est là, maintenant. Moi, je suis bien avec la personne. Les études sont finies, c'est maintenant, c'est le moment, quoi. Il me dit, bon, écoute, il me répète encore, vraiment, je pensais que tu allais attendre, mais bon. Et là, on part, il commence à me donner des conseils. Il me dit, écoute, franchement, tu vas être dans une relation, tu vas te marier, j'ai pas grand-chose à te dire. Tu es déjà un bon garçon, tu sauras quoi faire. Mais si tu veux avoir la paix, là, arrange-toi pour que ta femme sache ce que tu fais. Où tu es, n'écoute pas tes amis qui vont te dire c'est toi l'homme de la maison. Il ne faut pas les écouter. La plupart d'entre eux, là, il y en a, ils ont maltraité chez eux à la maison. Il y en a, ils ne portent même pas la culotte chez eux à la maison. Il ne faut pas les écouter. C'est toi et ta femme d'abord, le reste ensuite. Ça a été très bref quoi, comme conseil. Après, il a dit bon, écoute, il se fait tard. Demain, je travaille. Mais on va essayer de faire un petit programme pendant que tu es là et tout. On est resté à la maison, on a discuté, tout ça. Et puis après, boum, j'ai repris mon avion, je suis revenu à Montréal. Il m'a dit, ben, tu me donneras les dates du mariage et tout. Et finalement, le mariage, il n'est pas venu. Tu vois, il n'est pas venu à mon mariage. Et c'était une excuse bidon, quoi. Maintenant que je me rappelle, il dit, on n'a pas pu gérer les visas. Et je me rappelle à l'époque, j'avais essayé de faire des trucs, j'avais essayé de faire des demandes de visa pour ma mère, pour qu'elle vienne du Congo et tout ça. Bon, ma maman qui était aux États-Unis, elle ne pouvait pas venir parce qu'ils étaient dans une situation compliquée au niveau des documents légaux aux États-Unis. Donc, ils ne pouvaient pas sortir des États-Unis. Ma maman, finalement, pour venir au Canada, le Canada refuse les visas. Il y a un de mes oncles paternels, donc mon père qui est décédé, qui était là, qui est devenu prêtre. Et il était là pour un séminaire.
comme par hasard, il m'a appelé. Ah ouais, pas, tu es à Montréal et tout. Je dis, tiens, je me marie et tout. C'était le seul représentant de ma famille. Il a commencé à avoir de la distance. Il m'appelait un peu moins. Et des fois, quand j'appelais, il me parlait brièvement. Après, il me disait, bon, écoute, il faut que j'y aille. Il raccrochait. C'était moins long. Alors qu'habituellement, quand je l'appelais, tu sais, on restait longtemps au téléphone. Il demandait à parler à ma femme. Sa femme, pareil, quand j'appelais, bonjour, bonsoir. Ok, je te passe ton père. Bon, c'est parti, tu vois. Ça devenait bizarre, quoi. Donc, moi, en général, je ne suis pas le genre à forcer. Je n'ai pas voulu forcer. Mais ce qui m'a choqué, une fois, j'ai appelé et sa femme lui a passé le combiné assez rapidement. Et là, je lui parle et il me fait « Ouais, écoute, je voulais te dire quelque chose. Je n'aime pas beaucoup la façon dont tu traites ma femme et tout. » Je lui dis « Comment ça ?» Il dit « Ouais, mais parce que chaque fois que tu appelles directement, tu veux me parler de ça. » Je lui dis « Mais comment tu peux me dire ça ?» Je dis « Mais moi, je suis venu chez vous, c'est elle qui m'a reçu. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas en palabre avec elle. C'est ton épouse, je lui dois du respect. C'est elle, chaque fois que j'appelle, qui te passe le combiné. Donc, je ne vois pas pourquoi. » Il dit « Non, mais tu demandes rarement à lui parler. » C'était bizarre, quoi. Et puis, je me confonds en excuses. Je dis « Mais vraiment, moi, j'ai jamais eu l'intention de manquer de respect. C'est ta femme. Bon, limite, c'est bonjour, bonsoir. Et puis, elle te passe tout de suite le combiné. Ça ne vient pas de moi, ça. Pas moi, je ne ferai jamais ça. Et puis, ça me peine que tu penses ça de moi et tout. » Il dit, en tout cas, bref, c'est pas grave et tout. Donc, à partir de là, tu vois, il a commencé à avoir des petits froids. Il y a eu de la distance qui a commencé. Bon, moi aussi, ça m'a un peu miché. Donc, j'ai commencé à prendre mes distances. Je dis, bon, écoute, le vieux, c'est compliqué. Je pense qu'il est mieux avec sa femme. Je ne vais pas trop me mettre au milieu et tout. Entre-temps, il avait eu un fils aussi, tu vois. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'avec la première épouse, il n'avait que des filles. Après, il a eu un fils avec la dame. Et puis, je pense que peut-être c'est la dame qui se plaignait de moi auprès de lui. Donc, il a commencé à avoir de la distance, quoi. Je me rappelle une autre fois, après quelques mois, je l'avais appelé pour prendre des news. Je pense que c'était son anniversaire. Et il m'a dit une phrase, je ne vais jamais oublier. Il m'a dit Hey man, don't be a stranger. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Rappelle-moi de temps en temps. Fais pas ça et tout. Puis j'ai dit OK. Mais il ne m'appelait pas plus. C'était toujours moi qui devais forcer. Des fois, quand j'appelais, ça ne décrochait pas. Sa femme, par contre, je me rappelle très bien, elle, souvent, j'appelais et puis elle ne décrochait pas, quoi. Alors qu'un peu avant ça, tu vois, ma femme l'appelait, on se parlait, on pouvait l'appeler sur son téléphone pour lui demander « Aïe, papa », tout ça. Et puis elle passait, mais là, elle ne décrochait pas. Le vieux ne décrochait pas. La distance s'est installée. La distance s'est installée entre lui et moi. Il y avait beaucoup de tensions avec les enfants aux États-Unis parce que eux, là-bas, ils se sentaient un peu abandonnés parce que papa, des fois, ne venait pas forcément souvent les voir. Là-bas aussi, il y avait des problèmes financiers. Donc, la façon dont ils pourvoyaient avant, c'était plus la même chose. Il y avait énormément de tensions. Moi, de mon côté, je m'en voulais. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. J'essayais de comprendre pourquoi il y avait soudainement une distance entre nous, tu vois. Et j'avais encore, tu sais, le côté, on va dire entre guillemets, mon âme d'enfant était extrêmement blessée parce que j'avais plus mon papa, j'avais plus mes repères, quoi. Et puis j'étais en train de rentrer dans la vie adulte, mais de plein fouet. J'avais fini mes études, je cherchais travail, je m'étais marié. J'avais besoin de mon papa, quoi. Je m'étais toujours dit, tu vois, quand on a eu cette image-là d'un papa qui te tient par la main et puis qui te porte comme un trophée, je me dis, quand je vais arriver à l'âge adulte, c'est clair que je vais me tourner vers le vieux. Ah, papa, tu vois, il y a telle chose, nanana. Et puis, boum, il y avait une grosse distance entre nous. On ne se parlait plus, littéralement, on ne se parlait plus. J'avais de ces nouvelles via ma mère au Congo, via certaines personnes à qui il parlait. Et puis, je me rappelle que même avec ma maman, il ne se parlait plus. Il ne parlait plus à ma mère. Et puis, de fil en aiguille, je questionne ma mère, je lui demande mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et ma mère lui explique que même les deux, finalement, ils sont en palabre parce qu'apparemment, ils étaient sur un deal d'acquisition au niveau du pays qui s'est mal passé, que c'est ma mère qui devait piloter et ça s'est mal passé. Finalement, c'est comme s'ils ont tous été escroqués. Mais lui, il reproche ma mère parce qu'il a perdu des sous. Donc, c'est des histoires de famille. Je dis à ma mère, mais vous ne pouvez pas me mêler à ça. Moi, je veux mon papa, moi. Je ne suis pas dans vos histoires et tout. Ma mère me dit, peut-être qu'il t'en veut pour ça, peut-être qu'il te mélange à tout ça, je ne sais pas, peut-être qu'il pense que tu as pris parti. Donc tout ça, c'est des points d'interrogation que jusqu'à aujourd'hui j'ai. J'ai quand même essayé, j'ai continué et je dois avouer que c'était une période extrêmement sombre de ma vie. C'est là que j'ai compris ce que ça veut dire la dépression, quoi. Je me retrouvais dans mon bureau à la maison, des fois je pleurais tout seul, quoi. C'était comme si je vivais un deuxième décès de mon père, parce que j'avais déjà perdu un père biologique. Mais là, c'était pire parce que ton père n'est pas mort, mais tu pleures comme s'il est mort.
C'est triste parce que ma femme m'a vu dans mes moments les plus bas, quoi. Et puis, il y avait rien qui m'ébranlait, en fait. Elle se disait, comment tu fais pour passer à travers? Parce qu'il y avait d'autres difficultés, tu vois. Tu recherches du boulot. À un moment donné, je me rappelle, j'avais 2 tafs. Il y avait un là, c'était sortir les poubelles dans une pâtisserie, tu vois, après avoir nettoyé les tables de la pâtisserie. Et l'autre, c'était dans un balèze entrepôt à soulever des boîtes qui pesaient au moins en moyenne 40 kilos, 30 kilos, tu vois. Donc, je faisais les 2 boulots. Et ma femme me regardait prendre tout ça avec beaucoup de résilience, sachant d'où je venais. Tu sais, tu es un enfant de bonne famille, tu es passé de la résidence de luxe, le chauffeur, à des emplois mais précaires et tout. Donc elle se demandait toujours, mais comment tu fais? Parce que j'avais l'air d'être inébranlable. Jusqu'à ce qu'elle me voie en train de pleurer littéralement jour après jour, chaque fois qu'on en discutait, elle et moi, et puis qu'elle essayait de m'encourager, ben, essaie de voir si tu peux pas le rappeler. Enfin, franchement, il y a des années qui sont passées, on se parlait pas, j'avais de ces nouvelles vraiment de façon interposée. Et puis, fast forward, je pense, il y a eu le décès de ma grand-mère. Donc là, je me dis, je peux pas rester là, il va falloir que que je descende au pays pour l'enterrement, je peux pas manquer. Je me rappelle bien que les gars voulaient enterrer avant que j'arrive, parce qu'il fallait accélérer les choses. Donc j'ai tenu à y être, ils ont repoussé la date de l'enterrement. J'y suis arrivé et boum, mon papa était là, avec son épouse et puis leur fils. Par voie interposée, on m'annonce que ah ouais, ah non, ton papa est arrivé, il va passer à la veillée tel jour et tout. Mais j'étais stressé, mon cœur battait comme ça. Yeah, vraiment. Genre, je me demandais qu'est-ce qui va se passer, comment on va se parler. Ton père, c'est ton père, hein, tu reconnais sa silhouette, tu vas savoir que c'est lui qui a passé la porte, tu sais que c'est lui, tu vois. Donc, je me retourne, je le regarde, je dis, hey dad. Il me regarde, il dit, is that you? Je dis, ouais, c'est moi. Il dit, ouais, tu vas bien? Il dit, ouais. Il dit, mon gars, mais t'as pris du poids, si t'arrives et tout, tu te laisses aller. Donc, il a commencé, c'est un vanneur, mon papa, il vanne beaucoup et tout. Donc, il a vanné normal, quoi. Et moi, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des chances et tout. Et donc, quand on se salue, ça va, je salue son épouse, tu sais, c'est la veillée. Et puis, normalement, quand c'est comme ça, les épouses se chargent de servir la bouillie, tout ce qu'il y a comme à manger et tout. Donc, elle était là et tout, elle a servi, elle dit, comment tu vas? On s'est pris dans les bras et tout, comme s'il n'y avait rien, quoi, tu vois. Elle avait l'air super triste, donc je suis allé vers elle, et je me suis mis à genoux, j'ai dit, franchement, il faut qu'on essaie d'arranger, quoi. Après, qu'on est enterré, on s'est revus, elle m'a dit, écoute, j'ai parlé à ton papa, faut aller le voir, il faut lui parler et tout. Hein, il faut lui parler, vas-y, peu importe, tu sais, c'est le père, donc même si c'est pas vraiment toi qui es coupable, il faut que tu demandes pardon, vas-y, fais le pas, quoi. C'est elle qui me dit ça, tu vois. Donc j'ai attendu, à un moment donné, il était assis dans son coin, je suis allé le voir, tu sais, je me suis mis à genoux, tu sais, je pense que j'ai dû pleurer comme un gamin quand j'étais devant lui, j'ai supplié, j'ai dit, non, I just want my dad, man, I just need my father, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dit, si j'ai fait quelque chose là, si j'ai fait quelque chose, que j'étais offensé, tout ça, là, vraiment, je te demande pardon. Vraiment, là, c'est le moment. Je ne pense pas qu'on aura une autre chance. Toi, tu es à l'autre bout du monde, je suis à l'autre bout du monde. Maintenant, de se revoir physiquement, toi et moi, pour arranger, là, je ne crois pas. Donc, c'est le moment. Et là, il m'a regardé. C'était quand même assez froid. Il m'a dit franchement, il dit, moi, je ne t'en veux pas. Tu peux demander à qui tu veux. Moi, je ne t'en ai jamais voulu. Là, c'est l'enterrement, on n'a qu'à laisser l'enterrement passer, puis on aura le temps de régler tout ça après et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit, il n'y a pas de problème, donc on se reparle après. Donc, on s'est croisés 1 ou 2 fois. Il y a beaucoup de monde, hein, il se passe beaucoup de choses. Donc, quand on se croisait, il met une petite blague en passant, tout ça. Là, et puis, ils sont partis du Congo, je ne l'ai pas su. Donc, c'était très bizarre, quoi. Donc, quand je remonte sur Montréal, j'envoie un message, quoi. J'envoie un message par WhatsApp. Hey, ça m'a fait plaisir de te revoir, qu'on ait pu se parler. Vraiment, est-ce qu'on peut poursuivre la conversation? Dis-moi quand tu as du temps, tiens, on va se voir. Tu sais, quand Suspect 95 dit on te fait vu, là. Voilà, c'est ça. On m'a fait vu. Le vieux m'a fait vu. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais répondu à ce message. Puis je me suis dit, écoute, je vais devoir faire mon deuil. Je suis père de famille. Je dois être fort pour ma propre famille, mes enfants. Je ne peux pas laisser quelque chose me freiner. Je ne peux pas laisser un pan de ma vie continuer à assombrir tout le reste, quoi. Et donc, bon, j'ai pris cette décision-là. Et donc, j'ai commencé à moins y penser, à moins m'en faire, à moins me morfondre par rapport à ça. J'avais des nouvelles, finalement, en fait, il s'était réinstallé sur Abidjan, qui travaillait à Abidjan, dans une grosse institution internationale de la place.
Et donc, apparemment, ça allait de mieux en mieux. Financièrement, il était en train de se replacer. Ça allait. Fast forward, moi, je commence à faire des plans de revenir en Côte d'Ivoire avec ma femme et puis avec mes enfants et tout. Et donc, j'apprends, ça se précise quoi, que oui, hein, ton papa, en fait, il est en Côte d'Ivoire, il est à Abidjan et tout. Et là, bon, forcément, mon cœur commence à battre. Et je veux repartir là-bas, je sais pas, on va se croiser. En tout cas, bref, je me dis, bon, écoute, moi, je veux rentrer. C'est pas parce que mon papa est dans la même ville. En tout cas, je peux être à Abidjan et puis il est dans son coin, moi, je suis dans mon coin et puis c'est tout. Donc, on a fini par rentrer, ma femme et moi, sur la Côte d'Ivoire, sur Abidjan. J'ai rencontré un de mes tontons qui me dit, mais c'est comment? Et ton papa et tout? Est-ce que tu as des nouvelles? Je dis, bah, écoute, moi, j'ai pas de nouvelles. Il avait le numéro de téléphone de mon papa. Il me dit, bah, écoute, j'ai le numéro de téléphone de ton papa. T'as qu'à prendre le numéro de téléphone, t'as qu'à essayer de l'appeler. J'ai dit, écoute, moi, j'ai déjà fini d'essayer. Hein. J'ai plus d'énergie. Je suis fatigué qu'on me brise le cœur, quoi. Ça me fait mal. J'ai pas envie d'avoir mal. Non, mais tu sais, tu dois essayer. Les gars m'ont encouragé et tout. En plus, vous êtes dans la même ville. Franchement, il faut réparer ça, tu sais, le nombre de personnes. Et puis, c'était la période. On est rentré juste avant que le Covid commence à éclater. Et puis, quand le Covid est arrivé, là, les papas des gens mouraient comme ça. Les tontons, les mamans mouraient. À chaque fois que j'apprenais qu'il y avait un tonton qui était décédé, je me disais au fond de moi, vraiment. Et donc, par la force des choses, moi, je suis à Abidjan. Maman m'appelle, ah ouais, tu es là, est-ce que tu as des nouvelles de ton papa? Est-ce que bon, vraiment, si tu veux pas essayer, n'essaie pas, mais si tu peux essayer, écoute, tu es là, hein, c'est quand même, tu sais, ma mère, elle aussi, elle est blessée parce qu'avec son frère, ils se parlent plus alors qu'ils étaient très, très attachés. Et puis, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fini par demander à ma maman, mais toute cette histoire m'a fait beaucoup de peine. Et j'aimerais savoir, en fait, pourquoi c'est moi qui me suis retrouvé dans sa maison et puis pas quelqu'un d'autre. Et là, ma mère, elle dit, ah, tu sais, ton papa. J'ai dit, non, je veux savoir, quoi, tu sais, je suis suffisamment vieux, tu sais, tu peux me le dire maintenant. Et là, elle m'explique, elle dit, tu sais, ton oncle qui est devenu ton papa, ton défunt père avait fait beaucoup pour lui déjà à l'époque. Tu sais, quand il allait étudier aux États-Unis, ton papa a fait beaucoup pour lui. Et puis la deuxième chose, c'est que lui, c'est comme dans toutes les familles africaines, s'il y a une personne qui a réussi, on va prendre pour aider, tu prends l'enfant de ta sœur ou quelque chose comme ça. Quand la famille est allée le voir pour lui dire, il va falloir que tu prennes un des enfants en charge, il a dit, moi je ne vais pas prendre quelqu'un que je ne peux pas façonner, qui va être comme moi-même. Il faut qu'il soit jeune. Et puis il avait insisté sur les résultats académiques. Et donc quand on a regardé parmi vous tous, à l'époque, tu avais beau être turbulent comme tu étais, mais tu étais brillant. Et puis quand il te regardait, même s'il te regardait de loin, il se disait que toi, c'était toi. On ne t'a pas imposé. C'est lui qui t'a choisi. Ça n'expliquait rien du tout. Ça n'expliquait pas l'attachement, l'amour, toutes les attentions, la proximité qu'on avait, ça n'expliquait pas. Et puis quand même à ma maman, il ne parlait pas, mais il parlait à la petite soeur de ma maman, qui des fois, bizarrement, dans le dos de ma maman, venait en Côte d'Ivoire pour venir lui rendre visite et tout. Donc ils étaient en rapport, ils se parlaient, quoi. Donc j'avais de ses nouvelles, je savais qu'il se portait bien et je savais qu'il était ici. Et de fil en aiguille, j'ai fini par savoir quelle position il occupait même dans l'institution. Moi, j'étais très content pour lui parce qu'après tout ce qu'il avait traversé comme difficulté et tout, je me dis franchement, il retombe sur ses pattes et je suis vraiment très heureux pour lui. Un des derniers épisodes de la saga, on est à Abidjan, j'ai un lancement d'album. Donc c'est un gros événement qu'on est en train de préparer, moi et toute mon équipe et tout. Et donc je prépare, ma mère me dit, écoute, si tu as des billets, ce serait bien que tu invites ton papa quand même. Je dis, écoute, je vais essayer. Et entre-temps, bizarrement, quelques jours avant, j'ai des amis qui me poussent à le faire, quoi, qui me disent, écoute, fais-le. Donc je redemande le numéro de téléphone à mon tonton, là, qui avait le numéro. Je l'appelle, je dis, comment tu vas, est-ce que tu as du temps? En tout cas, j'aimerais vraiment qu'on se parle et tout, j'aimerais qu'on se voit et tout. Il me dit, tu es à Abidjan? Je dis, ouais, je suis à Abidjan, là, je suis là et tout. Il dit, bon, ok, est-ce que ça c'est ton numéro? Je dis, ouais, c'est mon numéro. Il dit, bon, d'accord, je vais l'enregistrer. Là, je dois partir en mission et tout. Quand je reviens, t'inquiète pas, on va prendre le temps, on s'assoit et puis on parle. Il ne m'a jamais rappelé. Bon, moi, je voulais en profiter quand on allait se voir pour lui donner ticket là. Non. J'ai demandé à un des tontons dans la communauté, est-ce que vous savez où est-ce qu'il habite? Parce que c'est big shot. Donc, tout le monde sait. Les gars me disent, ah bon, nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, vraiment, quand c'est délicat comme ça, il vaut mieux faire ça face à face et tout. Bon, finalement, j'ai laissé tomber. Je me rappelle le jour de mon lancement, j'arrive dans la salle et bon, préparatif. Moi, en général, mes spectacles, là, je suis très... je vanne tout le monde, j'ai beaucoup d'énergie, quoi. Donc, je veux que tout le monde soit positif, donc je distribue de l'énergie, tout ça. J'essaie de garder mon énergie très haute. Et je monte pour la dernière chanson, normalement, du spectacle. Je chante pour tester
Et je sens mais une boule, quoi. Ça monte, quoi. Donc la tristesse commence à monter. Je me rappelle, j'avais des lunettes sur les yeux, des lunettes de soleil. Et les larmes ont commencé à couler, tu vois. Donc je me dis, je vais prendre un moment, tu vois. Et je sors de la salle, je suis en train de marcher et tout. C'était à l'hôtel Ivoire. J'arrive à la sortie de l'hôtel. Je veux tourner pour aller vers le stationnement. Et dans les escaliers, je reconnais l'ombre de mon papa. Tu vois, il est en train de monter. Et puis tu sais, les gens, à ce moment-là, on était tous masqués. Tout le monde est masqué, tu vois. J'ai mon masque. Il est en train de monter, il a un masque. Moi, au fond de moi, je sais pas, je pense que quelque chose m'a dit, Joe, il est quand même venu. Je pense qu'il est là pour ça. Donc, je baisse mon masque et puis je dis, Dad. Il me regarde, il baisse son masque. Il dit, oh, hey kiddo, how are you? Je dis, non, ça va. Il dit, ah, j'ai dit, et toi, comment ça va? Il dit, je suis un peu fatigué. J'ai une rencontre ici, là, j'ai une réunion et tout. Et là, je le regarde, je dis, mon lancement, c'est ce soir, c'est ici. Il dit, ah, ouais. Il dit, écoute, c'est bien, je suis sûr que ça va bien se passer, tout ça. En tout cas, félicitations et puis bon courage. Car malheureusement, je ne pourrais pas être là. Là, j'ai des réunions back-to-back. J'ai dit, ok, merci beaucoup. Poup, on s'est croisés, il est parti. Chier. Je dis, je pense... Je crois que j'étais en lévitation ou un truc comme ça, quoi. Je flottais, quoi. Je pense, j'ai marché, j'ai descendu les marches, je suis allé dans la voiture. Chier. J'ai appelé ma femme. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme un enfant, man. J'ai pleuré comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit, franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie parce que je suis dans la ville de mes rêves. Je suis en train de lancer un album. J'ai une équipe de malades. Je suis entouré de gens qui me soutiennent, mais d'une façon, quoi. J'ai jamais été aussi bien entouré. C'est un des plus beaux jours de ma vie, mais je suis extrêmement triste. Elle a essayé de me remonter le moral comme elle pouvait. Après, on a raccroché, j'ai pris un moment. The show must go on, on y était là, tu sais, les gens y attendaient et tout. Et donc je remonte, finalement, le lancement se passe bien. Je suis monté sur scène, j'ai chanté, tout s'est super bien passé. À la fin, les gens se sont levés, standing ovation, ça criait. Et puis bon, j'ai vu tout ça, j'ai pensé à mon papa, ça m'a fait mal, quoi. Je me suis dit, purée. C'était dégueulasse parce que c'est le gars, il était dans l'hôtel, quoi. Il était genre il était à 2 pas, genre il aurait pu finir ça. J'avais encore espoir quand j'étais backstage en me disant bon, c'est peut-être qu'il va venir, il va s'asseoir au fond, puis quand il aura vu le spectacle, il va se barrer ou quelque chose comme ça. Je sais pas si je vais guérir de ça, quoi. J'ai d'ailleurs écrit une ligne à un moment donné. On m'a dit que si jamais avec mon père on ne se parle plus, c'est sur ma tombe qu'on fera la paix. J'ai écrit ça comme ça. Parce que je pense, malheureusement pour l'instant, c'est la réalité avec laquelle je vis, quoi. Je pense que on fera la paix, ou lui viendra sur ma tombe, ou moi j'irai sur la sienne. L'amour, pour moi, c'est une bonne excuse, entre guillemets, pour faire de bonnes choses aux autres. C'est une très bonne excuse. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.